La Toscane. C'est dans ce terroir mythique du centre de l'Italie que débute notre aventure d'aujourd'hui. Au milieu des champs et des vergers, de ces vallons réputés depuis la plus haute antiquité pour leurs huiles, leurs vins, leurs blés. Elle est aussi un pays qui fut autrefois souverain et dont les élites étaient conviées à la table des grands d'Europe. Car la petite Toscane avait su en ce temps-là se hisser parmi les grands royaumes d'Occident, en profitant de l'essor de ces trois grandes cités, Pise, Florence et Sienne. Au début du XIIe siècle, Sienne rayonnait sur tout le centre de l'Italie. Cette cité médiévale était de construction ancienne, remontant au temps de l'Empire romain et du royaume lombard. Mais en ce XIIe siècle naissant, elle s'imposait comme la première place marchande d'Italie, profitant notamment de sa situation le long de la principale voie romaine qui traversait l'Italie pour prospérer. Ces élites tiraient alors d'immenses bénéfices de la circulation des hommes et des denrées. Il y a vraiment un contraste étonnant entre le marbre blanc de la cathédrale et le reste des murs de la ville. Ouais. C'est magnifique. Pour moi, Sienne, c'est la ville médiévale par excellence. Si je devais tourner un film se déroulant au Moyen-Âge, je viendrais le tourner ici, dans ces ruelles. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est vrai, quand tu regardes vraiment le centre historique et médiéval, tu peux dire que la ville ici, elle a quand même gardé une vraie authenticité. Ah oui, avec les édifices religieux, c'est vraiment sensationnel. On peut dire qu'on est vraiment dans le Moyen-Âge. Hein. Ah, ça. Eh oui. Et puis tu vois, même les magasins, quand tu les regardes, tu te dis, c'est les mêmes qu'autrefois. Tu veux dire qu'ils vendent les mêmes marchandises? Certains, oui, encore les denrées alimentaires, évidemment. Mais après, c'est sûr que je veux parler des activités. Parce qu'ici, dans les ruelles, dans certaines ruelles de la ville, juste à l'entrée, hein, avant vraiment le centre, avant toutes les places que l'on va retrouver, où il y a beaucoup de marchands, il y avait les changeurs de monnaie. Parce que Sienne a fait sa fortune justement grâce au change. Et comment ça se passait, le change, à l'époque? S'il y avait une vraie bourse avec des cours très établis? Oui, justement. Et puis là, tu pouvais t'enrichir rapidement ou alors faire faillite. Ouais. Et puis de partout en Europe, tu avais les seigneurs, bien évidemment, qui fabriquaient leur propre monnaie. Alors tu avais de la monnaie partout. Et puis quand tu arrivais dans une ville, là encore, tu avais une monnaie différente. Donc évidemment, le marchand qui arrivait étranger ou le voyageur, il était obligé de passer par la porte d'entrée, et bien entendu de la porte de la cité. Et là, les changeurs mettaient leur bureau de change. Donc il fallait changer de l'argent contre de la monnaie locale si tu voulais vendre ou acheter des produits et ensuite rechanger ta monnaie avant de repartir vers d'autres horizons. Mais comment ça se passait à l'époque avec toutes ces monnaies étrangères? Est-ce qu'il y avait une sorte de catalogue où elles étaient répertoriées et du coup avec des cours très établis? Oui, plus ou moins. Mais tu sais, jusqu'au XVe siècle, ce sont les seigneurs qui frappent leur monnaie, mais il y avait aussi les évêques qui frappent une monnaie un petit peu partout, surtout dans le royaume de France, et aussi ici en Toscane, en Ombrie, en Lombardie, enfin dans toute l'Italie. Il y avait une sorte de mosaïque de royaumes indépendants. Et ça gênait les tout-puissants, notamment les rois. Et le roi de France, à la fin du XIVe siècle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler un peu toutes ces monnaies dans la nature, et en même temps, il va essayer de diminuer les monnaies seigneuriales. Alors ça va mettre un petit peu de temps, ça va se faire plutôt au XVIe siècle, avec notamment l'arrivée de l'or et de l'argent des Amériques, mais aussi de l'invention de la première machine à fabriquer mécaniquement les pièces. Et puis ça va stopper complètement la numismatique médiévale qui va tomber en déclin. Et c'est vrai parce que les pièces étaient frappées au marteau à l'époque, dans des ateliers indépendants. Oui, et il y avait aussi le poids de la pièce qui variait en fonction des villes où tu te trouvais. Oui. Donc les échangeurs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un catalogue avec toutes les pièces répertoriées, et là, ils contrôlaient les pièces, chaque entrée de cité, et en même temps, ils contrôlaient aussi la contrefaçon, puisqu'il y en avait beaucoup à l'époque, c'était monnaie courante, et les rois même faisaient de la contrefaçon. Quoi? Tu veux dire que les rois fabriquaient de fausses pièces? Et en même temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des pièces qui n'étaient pas réglementaires, qui n'avaient pas la quantité d'or et d'argent pour avoir une pièce légale. Et ici, Sienne a prospéré grâce au change. Il y a aussi d'autres villes, comme Gênes, qui a fait fortune aussi parce que c'était lucratif, et aussi Metz. Mais Sienne, c'est une cité en fait qui est quand même sur un positionnement stratégique sur la route des voies commerciales, qui n'est pas très loin des ports essentiels, des ports comme Marseille, Gênes, Livourne, mais aussi Rome. Et là, on peut dire qu'ici, c'est vraiment le centre marchand, avec toutes ces marchandises qui vont confluer ici. Et là, Sienne a réussi à devenir prospère grâce à ça et s'est développé grandement. Et a amassé une grande somme d'argent pour construire ça.
Tu te rends compte ce qu'ils ont fait? Regarde-moi ça, l'édifice. On mesurait jadis la puissance d'une cité à la grandeur de ses édifices religieux. Et force est de constater que sur ce point-là, Sienne en impose. La cité était alors dirigée par un gouvernement où siégeaient toutes les familles marchandes les plus puissantes du moment, et notamment les banquiers. Une assemblée de citoyens qui plaçait les aspects économiques au premier rang de leurs préoccupations. L'embellissement du centre de Sienne, avec la construction d'édifices somptueux, participait pleinement d'une politique expansionniste de la cité. Alors que Sienne agrandissait son territoire par la conquête, en soumettant d'autres cités à son autorité, la ville affichait son rayonnement, s'affirmant comme le plus grand centre urbain du centre de l'Italie, entre Pise et Rome. Toutefois, dès la fin du XIIIe siècle, l'effondrement de la République de Pise profite à une cité montante rivale de Sienne, Florence. Les Siennois comprennent qu'il leur sera dorénavant impossible d'étendre leur territoire plus au nord. Pire, leur prospérité est désormais menacée. Je me verrais bien, hein, là-haut, sur la terrasse du Palazzo Pubblico, la foule qui m'attend sur la Piazza del Campo. Et là, j'arrive en tant qu'oratorien et je m'exclame. Je fais mon discours à la cité de Sienne. Elles sont vraiment très étranges, ces gargouilles. Hein. Ce sont des louves, la bouche ouverte, la louve qui est l'emblème de Sienne. Et là, la célèbre tour de la Mangia qui monte haut vers le ciel et qui nous domine. Elle est magnifique. Et toutes ces maisons et ces palais appartiennent alors à de riches banquiers et à de puissants marchands, j'imagine. Ah oui, tu te doutes qu'un gars du peuple ne peut pas s'offrir une demeure pareille. Évidemment, ce sont des banquiers, des nobles, voire des artistes. Parce qu'ici à Sienne, Sienne est la ville des artistes peintres. On y réalise des tableaux pour ces gens de bonne famille. Et tu sais qu'en 1220, tu as une grosse famille siennoise. Certains membres vont être les changeurs officiels de la papauté. Et dès lors, l'activité bancaire ici même, dans cette cité, va être prépondérante. Surtout les prêts bancaires. Puisque tu imagines qu'il y a certains commerçants et certains marchands qui ne peuvent pas avoir les liquidités suffisantes en fait, pour effectuer leur opération commerciale. Mais je croyais que l'Église avait interdit les prêts bancaires avec intérêt. Oui, mais ça c'est surtout une sorte d'avance sur trésorerie, en théorie. Ouais. Et à partir de cet instant, le taux de change va donner de grands rendements et la ville va devenir prospère. Mais quelques années plus tard, certains banquiers, les principaux banquiers de Sienne, vont faire faillite. Et là, la ville ne va plus jamais s'en remettre. Aujourd'hui, il y a quand même le tourisme. Hein. Ah oui. Et une petite chambre sur les hauteurs, ça serait pas mal. Hein. Ah oui, une superbe vue sur la place là. Hein. De toute façon, la meilleure position, c'est en haut de la tour. C'est sûr que c'est de là que tu vois le mieux. Avec les pigeons. Les Siennois avaient d'une certaine manière anticipé la crise bancaire du début du XIVe siècle, en menant une politique expansionniste et en s'accaparant de vastes domaines fonciers. Ils avaient notamment jeté leur dévolu sur les grandes propriétés agricoles de Marème, les salines du littoral, ainsi que sur les monts métallifères près de Volterra, qui regroupaient alors les plus grands gisements de fer et d'argent de toute la péninsule italique. En revanche, ils ne purent jamais contrecarrer la montée en puissance de Florence. Progressivement, au cours des XIVe et XVe siècles, la grande cité florentine s'impose comme le nouveau centre économique de la Toscane. Au milieu du XVIe siècle, dans une indifférence générale, Cosme de Médicis annexe militairement les possessions siennoises à son duché de Toscane, mettant un point final à l'aventure de la République de Sienne. Au nord de Sienne, en limite de ce qui autrefois constituait la ligne de démarcation entre les deux républiques rivales, se dresse un village médiéval, célèbre dans toute la Toscane pour avoir su conserver ses remparts du XIIIe siècle presque intacts. Il constitue une des preuves les plus visuelles de la guerre larvée à laquelle les deux cités de Florence et de Sienne se livraient. Il est aussi un magnifique témoignage de l'activité économique de Sienne en dehors des services bancaires.
une économie centrée sur le terroir et les productions agricoles. En cela, Sienne s'opposait à Florence, dont le moteur de croissance en dehors de l'activité bancaire était le développement des manufactures de draps en laine. Au XIVe siècle, Florence comptait 100 000 habitants, dont 30 000 employés dans la laine, tandis que Sienne réunissait moins de 20 000 habitants. Ainsi, dans le brouillard, perçant l'épaisse obscurité, je me rapprochais de plus en plus du bord. L'erreur disparaissait, la peur augmentait. Car comme on voit sur cette enceinte ronde de Monteriggioni, couronnée de tours, ainsi, sur la crête qui entoure le puits, se dressaient comme des tours des horribles géants que Jupiter menace encore du haut du ciel à chaque fois qu'il donne. Bravo, Dante! La Divine Comédie, waouh! C'est de moi, ça. Eh oui, j'ai changé quelques phrases pour faire plus réel, pour faire vrai. C'est cela, oui. Et en tout cas, cette forteresse de Monteriggioni reste quand même remarquable. Hein. Et tu sais qu'elle a été construite par les Siennois au XIIIe siècle. Parce que Sienne était une cité importante. Et elle avait comme rivale voisine la cité de Florence. Eh oui, Florence, qui ne se trouvait pas très loin à vol d'oiseau. Et en même temps, Florence était placée sur la même route commerciale que Sienne. Et oui, mais Florence était une ville montante, avec un pouvoir fort structuré. Et aussi, en 1252, elle va frapper la monnaie or. Le florin estampillé avec la fleur de lys. Et le florin va connaître une importance dans toute l'Europe. Et bien sûr, pour faire face à cette concurrence, Sienne va mettre en place cette place forte ici même, pour stopper les velléités d'expansion des marchands florentins. En tout cas, cette place forte est vraiment monumentale. Hein. Et c'est vrai qu'elle a marqué la limite des deux cités-États pendant très très longtemps. Hein. Ouais. Et je crois que depuis 1214, date de sa fondation, elle est restée intacte, elle n'a pas bougé. Ah ouais, un poste avancé. C'est vrai que les murailles elles sont quand même anciennes, avec les tours, on le voit. Ouais. Mais comme toute cité médiévale qui se respecte, si la porte est fermée, on va passer par les murailles. Hey, j'ai le grappin dans le sac. Si les portes sont fermées, on ne va pas rentrer, puis c'est tout. Monteriggioni en impose, il est vrai. Mais il ne sera pas nécessaire d'escalader les murailles pour y pénétrer. En réalité, ce n'est pas une forteresse au sens où on l'entend habituellement. Ce n'est ni un château, ni une citadelle, mais un simple village fortifié, abritant certes une petite garnison militaire pour la défense des remparts, mais occupé en grande partie par des habitations villageoises, regroupées comme il se doit autour d'une église. J'imagine que les armées florentines ont pris cette place forte sans le moindre combat. Ouais, le contraire aurait causé de nombreuses pertes humaines. Ça oui. Et puis quand tu vois tous ces remparts qui sont extrêmement hauts et toutes ces tours de défense, tu te dis que ça n'en valait pas trop la peine. Hein. Et souvent, certains seigneurs n'hésitaient pas à sacrifier leurs soldats. Hein. Ça, c'est sûr. Ils disaient, on prend de force cette forteresse, allons-y, ça passe ou ça casse. Hein. Tu as raison. Et à la fin, tu as tout un tas de soldats en bas des remparts. Mais tu sais que l'armée florentine a bénéficié d'un allié de taille, un homme redoutable nommé le Medeghino. Medeghino, rien que le nom, il fait peur. Et puis lui, c'était un bandit, c'était un personnage très cruel, un brigand. Et il avait même été mercenaire pour les ducs de Milan et de Charles Quint. Tu imagines un petit peu le personnage. Et lui, il a passé en fait toute sa vie à truander, à racketter les nobles de Toscane. Et il a de cette façon amassé une fortune colossale qui a permis à son frère de se présenter pour le trône de pape sous le nom de Pie IV. Et lui, alors quand il est arrivé ici, sa réputation l'avait devancé, sa réputation de cruel personnage. Et lorsqu'il est arrivé devant le village de Monteriggioni, devant les portes, le capitaine de la place l'a laissé rentrer, parce qu'il avait très très peur de lui. Hein. Et un an plus tard, en fait, il avait mis le siège devant Sienne. Il avait de cette façon coupé la ville de la Toscane, entièrement coupée, et il avait brûlé toutes les campagnes voisinantes, privant ainsi de rationnement la cité, qui a dû se rendre au bout de quelques mois et qui est tombée entre les mains des Médicis. Eh oui, les Médicis. C'est vrai que Florence, c'est vraiment le siège des Médicis. Tu imagines les Médicis qui ont commencé à fonder une des premières banques au monde au XIVe siècle, et ça devient la banque la plus importante de toute l'Europe. Et tiens-toi bien, ils ont 10 filiales. 10 filiales bancaires. Tu as Milan, Pise, Venise, Rome, Naples, bien au-delà de l'Italie, aussi dans la vallée du Rhône,
Avignon, Lyon, jusqu'à Genève, et encore plus loin, au nord, à Bruxelles, et jusqu'en Angleterre, à Londres. Tu imagines la puissance de la famille. Et puis c'était une grosse famille, enfin un clan, 32 lignées, qui se sont tous ralliés, ils se sont associés. Il y avait certains qui étaient présents au Grand Conseil de Florence, et petit à petit, ils ont essayé de prendre le pouvoir. Bien sûr, eux, ils se posèrent partisans du peuple contre l'oligarchie florentine, composée essentiellement de riches marchands, et ils ont réussi à s'emparer du pouvoir, bien entendu. Et oui, mais c'est le nombre qui fait le pouvoir. Parce que chez les Médicis, il n'y avait pas que des banquiers. Il y avait aussi des hommes d'église, il y avait des militaires, et puis il y avait de riches négociants. En fait, ils avaient des représentants haut placés dans toutes les arcanes du pouvoir. Eh oui, parce que c'était le nombre qui faisait les grandes familles. Et un peu comme chez nous en Corse, c'est le nombre de fils et surtout le nombre de fusils qui permettait de tenir en respect les autres sur une portion de territoire. C'est vrai que chez nous, les fusils, c'est très important. Et plus tu avais de fusils, et plus ton territoire grandissait. Casinca, Castagniccia, Cabiurso, San Gimignano, Lucca, la terre de mes ancêtres. Il est sympa ce Maledoccia. chevalier en fer là. Et tutti quanti. Tu as bien raison, Paul. La noblesse s'est imposée partout par la force et le nombre de soldats. Mais c'est une vision très médiévale de la société, datant de l'époque où les seigneurs féodaux régnaient sur des portions de territoire. Vous voyez, les amis, il ne faut jamais oublier. L'avènement des États tels ces républiques d'Italie s'est fait au détriment de ces seigneurs d'antan, car Sienne ou Florence ont profité de leur puissance pour sans cesse agrandir leur territoire, en annexant les domaines qui se trouvaient aux portes de leur cité. C'est ainsi que l'expansion du territoire public de Sienne s'est opérée au détriment des grandes familles seigneuriales, comme celle des comtes Aldobrandes-qui pourtant vassaux du pape. À son apogée, Sienne dominait un espace de 7000 km², composé de plusieurs centaines de petites communautés qui s'étaient toutes soumises à l'autorité de la cité. La loi du plus fort qui avait régné à l'échelle des villages s'imposait alors au niveau des campagnes, forcés de faire allégeance aux puissants citoyens des villes qui imposaient leur contrôle judiciaire et financier. Là où prévalait jadis une multitude de petits pouvoirs, s'étendaient désormais de vastes royaumes au pouvoir urbain centralisé. C'est pas possible. Ça a vraiment changé par ici. Autrefois, il y avait des moutons partout. Des moutons, mais j'en vois pas un seul. Et tu sais, sur ce chemin, au Moyen-Âge, là, il était parcouru de nombreux marchands qui faisaient des kilomètres et des kilomètres, qui traversaient toute l'Italie, qui partait du nord de l'Europe, qui arrivait au sud. Et ensuite, ils s'embarquaient vers de nouvelles aventures, qui à l'Orient, qui vers l'Occident. Et certains se posaient ici, et puis ils faisaient fortune, ils s'enrichissaient. Ça a changé quand même leur destinée. Mais tu vois, Paul, je vais te dire, à chaque période, il y a eu des endroits, des places où tu pouvais réellement t'élever, grandir et même faire fortune. De nos jours, on parlerait de Singapour ou des villes comme Manhattan, enfin des sortes d'Eldorado. Mais avant, on parlait de quoi? On parlait de Venise, de la Sérénissime. Et ici, en Toscane, on parlait de San Gimignano. Eh ouais, ça c'est intéressant. Si on était au Moyen-Âge aujourd'hui, je me serais installé à San Gimignano, je me serais posé, j'aurais fait des affaires et j'aurais surtout évité de froisser certains seigneurs locaux. Tu aurais pu leur payer aussi les taxes, parce que sinon, gare à toi. Eh oui, j'aurais fait quand même fortune dans le commerce et dans le négoce, parce que moi j'ai le sens et j'ai surtout la tchatch. Ah ça. Et puis tu aurais pu te faire construire la 73e tour. Et pourquoi pas? Oui, parce qu'avant, il y en avait 72. De nos jours, il n'y en a plus que 14. Mais bon, elles sont bel et bien là, fièrement dressées au-dessus des palais. Eh oui, et en tout cas, San Gimignano a gardé quand même des aspects de la cité féodale toscane, avec ses factions rivales qui se cachaient dans leurs tours et dans leurs palais, et qui s'épiaient à chaque jour, et qui maintenaient aussi un climat de jalousie, de tension et parfois de guerre perpétuelle. Parce qu'à San Gimignano, il y avait deux familles qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Il y avait la famille Ardinghelli, qui était proche du pape, c'était des guelfes, et ils se battaient contre la famille Salvucci, qui avait choisi le parti de l'empereur. C'était des bons gibelins, ils se faisaient de la guerre par rapport à la politique et aussi sûrement pour des affaires de commerce. Ouais. Chaque jour, ils se disputaient, ils se trucidaient dans les rues. Et puis quand il y en avait un qui avait la suprématie sur l'autre, il détruisait la tour. Ah, carrément. Ah oui, alors un coup, il y avait des tours qui tombaient et un jour, des tours qui repoussaient. Et comme tu le vois dans le paysage, toutes ces cités toscanes sont de la même origine. Tu as en fait
la cité construite sur un point haut, idéalement placée sur la route du commerce, sur la route qui va vers Rome. Et ces cités sont toutes investies de marchands qui petit à petit vont faire fortune et vont devenir puissants. Et tous ces palais et ces tours sont le symbole en fait, de leur richesse et de leur pouvoir. Et tu sais qu'il y a une légende sur San Gimignano. Une légende comme quoi la ville serait née aux alentours du Xe siècle et qu'elle aurait pris son nom de l'évêque de Modène, Saint Gimignano, qui aurait sauvé le bourg des hordes de barbares. Ah, bien, bonne action. Hein. C'est une légende, hein. Ouais. Et là, il y a la route, mais il me semble qu'il y avait un vieux chemin qui passait par ici. Et il faut couper pas à travers champs, c'est le chemin le plus court, à travers la braque et les piquants. Ouf. Mais Paul, on peut pas passer par là, c'est plein de piquants. Ça, c'est les petits piquants de Toscane, ça m'impressionne pas. Hein. Oh. Et ça se voit qu'il n'y a plus les moutons. Hein. Aïe, ça te fait pas mal aux jambes? Paul, tu es décidément incorrigible. As-tu vraiment besoin d'emmener cette pauvre Karine à travers champs alors que la route ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres de là? Enfin, la cité vers laquelle vous vous dirigez vaut le détour, car son architecture illustre à merveille la manière dont se sont formées les cités de Toscane, balançant entre la nécessité pour les familles de se regrouper et la rivalité habituelle qui les opposait. Si le nombre élevé de tours à San Gimignano peut nous surprendre aujourd'hui, il correspondait en réalité au modèle classique de l'habitat urbain médiéval. À l'époque, chaque famille élevait une tour pour se défendre d'éventuels agresseurs, mais aussi pour marquer sa puissance financière et son rang social, à la manière dont on élèvera des palais au siècle suivant. Ainsi, au début du XIIIe siècle, San Gimignano comptait 72 tours. Florence en comptait 167 à la même époque. Regarde comme c'est magnifique là. Hein. Ah, toutes ces tours, cette cour. Qu'est-ce qu'elle est belle cette cour. Ah, magnifique. Et là, nous sommes dans le Palazzo Comunale, hôtel de ville. Tu sais qu'ici se réunissait le Grand Conseil autrefois. Un conseil de San Gimignano qui était composé de 1200 membres. Tant que ça? Et oui, un quart de la population de la ville. Eh bien. Ah ouais. Et là, tout autour, tu as les différents blasons de chaque famille ici. Elles sont belles ces fresques. Tu as vu comment elles sont colorées? Elles sont magnifiques. Alors, il y a des fresques du XIIe, XIIIe, voire XIVe siècle. Il y a aussi des fresques sur des différentes allégories de la justice là-bas. Là-bas, tu as la Vierge à l'Enfant qui reste encore intacte. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher le blason d'Épaule. Il est mort. Il y est pas? Je ne le trouve pas. Enfin, en même temps, je ne suis pas très toscan, je suis plutôt vénitien. Et tu sais que la ville de San Gimignano, au début du Moyen-Âge, n'était pas indépendante. Elle était sous tutelle. Ce n'est qu'en 1199 qu'elle va rompre son asservissement avec les évêques de Volterra qui régnaient sur toute la région. Et à partir de cet instant, elle va être une cité indépendante avec son propre podestat, c'est-à-dire son propre gouverneur. Et là, tout va démarrer pour San Gimignano avec une économie très forte, importante. La ville sera prospère. Mais arrive la peste en 1348, suivie de famines qui vont affaiblir complètement la cité. Et là, San Gimignano va se soumettre à la cité de Florence, comme d'ailleurs toutes les autres villes de Toscane. Ouais, cette terrible peste de 1348. Tu sais que ça a été une véritable catastrophe pour toute l'Europe. Hein. En fait, l'épidémie s'est déclarée en Crimée, parce que là-bas, il y avait les Mongols qui avaient assiégé un comptoir génois. Et tu sais ce qu'ils faisaient? Ils jetaient par-dessus les remparts les corps infectés de peste. Alors du coup, les Génois ont eu très peur, ils ont pris leur bateau pour s'enfuir, mais seulement, dans leur cas, ils ont ramené le terrible fléau. Donc du coup, la maladie s'est déclarée en Grèce, ensuite elle est montée petit à petit dans le sud de l'Italie, montée jusqu'à Gênes, Marseille, ensuite elle a traversé la France, elle est allée jusqu'à Londres, et de Londres, elle est retournée en Europe de l'Est en passant par la Pologne, l'Allemagne, la Russie. Et tu te rends compte que ça a tué quand même 30 millions de personnes, tout ça? C'est énorme. Et puis après la peste, il y a eu toutes ces familles qui a tout stoppé en fait, puisque l'agriculture était complètement à l'arrêt. Bon, San Gimignano, c'était une catastrophe. Ici en Toscane, il y a eu Florence, qui était une grosse cité, qui était assez riche, qui a eu aussi de lourdes pertes, mais qui a réussi à s'en sortir. Les autres villages, les autres cités, notamment Sienne, ça a été l'effondrement catastrophique. Et là, tu as eu une économie qui était complètement dévastée un petit peu partout. Tu imagines un peu des villages comme San Gimignano et Sienne complètement ravagés. Les villages les uns après les autres. Et oui, les amis, la peste de 1348 a marqué un vrai tournant dans l'histoire du pays, portant un coup fatal à sa démographie.
La richesse de la République de Sienne, qui était exclusivement tournée vers les campagnes, s'est littéralement effondrée, faute de main-d'œuvre suffisante. Il s'ensuivit des périodes de famine qui poussèrent les survivants à quitter ces campagnes devenues pauvres et à émigrer massivement vers les villes, et notamment Florence, où l'activité était centrée sur la grande industrie. Florence fut pourtant durement touchée par l'épidémie de peste, comme toutes les villes italiennes, mais son pouvoir attractif était tel que la cité se repeupla très rapidement, sans véritablement voir sa prospérité en pâtir. Le XIVe siècle signait en réalité un changement radical dans la société, un bouleversement qui se traduisait par le dépeuplement des campagnes, l'essor des centres urbains et de l'activité manufacturière. C'est ce processus économique qui fit la puissance de Florence et qui entraîna la chute de Sienne. Il existe peu d'endroits au monde qui ont connu une grande destinée à différents moments de l'histoire humaine. La Toscane en est un. Elle qui fut la patrie des Étrusques, grand peuple de l'Antiquité à l'origine du monde romain. Elle qui fut le berceau de la Renaissance, une révolution culturelle et politique qui marqua à jamais les royaumes d'Europe. Certains historiens parlent même du miracle toscan, comme d'autres évoquent le miracle grec, soulignant ainsi l'apport du pays dans la réussite de l'humanité. Une chose est sûre, cette région d'Italie a connu un destin incroyable, dont les fondements sont à rechercher dans les caractéristiques mêmes de la contrée. Car une telle bonne fortune ne peut découler d'un simple hasard, surtout si elle s'est reproduite à différents moments de l'histoire humaine, à l'aube de l'Antiquité, puis au sortir du Moyen-Âge. La Toscane est une terre d'élus, choisie par la Providence pour y placer le creuset du renouveau artistique et spirituel de l'Occident. À un moment où les guerres avaient fini par lasser les hommes et les détourner de Dieu. Alors, qu'il est bien ici. Eh mon très cher Paul, je la trouve absolument fantastique, cette église. Avec sa belle coupole et son plan en croix grecque. Elle est tout simplement transcendantale dans cet environnement. Et combien de fois, ce Dieu Togui, combien de fois je suis venu quand j'étais petit, en pèlerinage. On a mis cascambiade à cette église, sempre belle et magnifique. Tu vois, cette église, elle illustre parfaitement la renaissance de cette contrée. Après les guerres, le chaos et la faillite du Moyen-Âge. Tu dis ça parce qu'elle date de la Renaissance? Oui, mais aussi parce qu'elle a été construite sur une autre église bien plus ancienne, une église paléochrétienne qui date de l'an 1000 et qui était dédiée, et qui l'est encore aujourd'hui, à Saint Blaise de Sébaste, San Biagio. Et ici, au début du XVIe siècle, au Cinquecento, comme on dit en Italie, il y avait un seul mur avec à l'intérieur une fresque de la Vierge à l'enfant, et à côté, Saint François d'Assise, enfin la moitié, il manquait même la tête. Quoi, tu veux dire que là, avant, il n'y avait qu'un mur et c'était tout? Ben oui. Et puis les gens du coin, du village, voyaient en ce mur rester debout un miracle. Alors, des pèlerins, des gens des régions voisines, sont venus ici pour rendre hommage à cette fresque. Et à partir de cet instant, à la fin de la guerre, alors que Florence devient le berceau de la Renaissance, le pape Léon X, figlio di Lorenzo il Magnifico di Medici, fait construire cette grosse église autour de ce mur relique. Florence, la ville lumière, capitale du Grand-Duché du Toscane à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est vrai que cette ville a illuminé toute cette région d'Italie avec ses banquiers et ses Médicis. Il n'y a pas que les banques qui ont fait la richesse de la Toscane. Une fois que les guerres étaient terminées, je veux parler des guerres qui opposaient la République de Sienne à la République de Florence, il y a eu l'unification, il y a eu l'accalmie, et là, le Grand-Duché de Toscane arrive, et toutes ces terres que tu as autour de toi, là, on plante des arbres fruitiers, des grandes surfaces en céréales, il y a une production exceptionnelle qui va faire la richesse de la Toscane. Mais dis, tu l'as vraiment fait ce pèlerinage, toi? J'ai commencé, mais j'ai jamais fini. Tu sais, quand tu es petit, tu commences, tu marches, et puis après, tu vas voir ce qui se passe autour de toi. Tu vas voir les champs de blé, tu vas rentrer dans les vignes pour aller manger des raisins. Et puis après, le pèlerinage, tu ne le fais jamais. Moi, j'aimerais bien le faire, ce pèlerinage. Je me vois bien marcher le long de la Via Francigena, mais sans faire tous ces arrêts. C'est possible, c'est tout. Avemo.
Qui vivra vedra. Ah, ma chère Karine, ce pèlerinage est une merveilleuse aventure qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Mais chaque étape de la route est importante, non pas en tant qu'escale sur un parcours, mais en tant que guide, amenant vers des lieux toujours étonnants qui participent alors pleinement de la magie du voyage. C'est ce circuit savamment élaboré qui a conduit vos pas jusqu'à cette basilique incroyable, plantée au milieu des champs. Et autant l'avouer, il aurait été bien dommage de se soustraire à cette étape et de filer à travers champs. Car il en est ainsi du paysage de Toscane, de vastes étendues agricoles à perte de vue et d'improbables trésors d'architecture disséminés ci et là dans la campagne le long de routes discrètes. La chose n'est pas si surprenante en réalité. Pour celui qui connaît un peu le caractère particulier de la région et le poids de son histoire. Car il est une chose avérée, la grandeur du duché de Toscane s'est toujours appuyée sur une agriculture très dynamique, capable de nourrir des populations urbaines en pleine croissance démographique. C'était déjà vrai au temps des Étrusques, ce le fut davantage au sortir du Moyen-Âge. À cette époque, où les besoins alimentaires furent décuplés, les élites urbaines favorisèrent par les lois une restructuration complète des productions agricoles, une modernisation qui allait faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie régionale. La Toscane tout entière devint alors un vaste verger, dominé par des cultures à forte valeur ajoutée. Ils sont vraiment très impressionnants, ces arbres. Je suis sûre que parmi eux, il y a des arbres qui sont millénaires. Oui, et le sont. Que ces obici, hein. Et ici, à Montepulciano, les oliviers sont cultivés depuis le haut Moyen-Âge. Oh. Bon, alors c'est une chance que les guerres ne les aient pas tous détruits. Mais dis, est-ce que tu sais pourquoi l'olivier symbolise la paix? Et pourquoi, par exemple, la colombe de la paix tient le rameau d'olivier dans son bec? C'est peut-être en rapport avec le monde des oliviers à Jérusalem, où Jésus voit pour la dernière fois les apôtres avant l'ascension. Moi, je sais que l'olivier, c'est le symbole de la raison, aussi de la mesure et de la sagesse, et que le premier parfum que l'on offre aux divinités, c'est de l'huile d'olive. C'est pas mal, mais il n'y a pas que ça. Ça remonte bien à l'Antiquité. Et tu sais, lorsque les barbares envahissaient une cité grecque, à l'époque, ils brûlaient toutes les campagnes avoisinantes. Et déjà, à cette époque-là, l'olivier, c'était une très très grande richesse. Et du coup, on reconnaissait qu'un pays ou qu'une région était en paix lorsqu'elle était entourée de magnifiques oliveraies. Et comme tu sais, l'olivier met énormément de temps à grandir et à produire les fruits. Il faut laisser le temps au temps. Mais les premières olives, elles vont apparaître lorsque l'arbre va avoir entre 5 ans et 10 ans. Ensuite, tu vas avoir la production qui va venir petit à petit. Et quand l'arbre a 50 ans, là, tu vas avoir une belle production. Et si tu veux un rendement maximal, il faut attendre que l'arbre vieillisse plus. 150 ans, c'est parfait. Après, il va donner plus tard, hein, comme ici. Là, c'est de très vieux oliviers. Là, ils doivent avoir peut-être 700 ans. Ils produisent toujours. Tu vois, il y a des petites olives, mais très peu. Ouais. Mais en Toscane, l'huile d'olive bénéficie d'une appellation contrôlée qu'on appelle la Toscana, je crois. Toscane ou la terre haïtienne. Bon, le plus important, c'est que toutes les variétés que tu vas trouver s'adaptent au territoire. Et ici, en Toscane, tu en as une quantité astronomique. Tu as la Frandolia, tu as la Lecchino, la Pandolia, la Maiarola et d'autres encore. Hein. Et ces variétés, bien sûr, elles sont issues de greffes, des greffes que l'on fait depuis la nuit des temps. Et puis ici, la Toscane, on va dire que c'est vraiment la terre de culture de l'olivier. Et même si l'arbre s'adapte à des conditions difficiles, eh bien, il lui faut un petit peu d'eau. Il faut l'irriguer pour qu'il produise au maximum. Mais la taille de l'arbre, c'est important aussi, je crois. La taille aussi, si tu laisses l'olivier comme ça, cette année tu le tailles, l'année prochaine tu ne le tailles pas, eh bien, tu vas avoir moins d'olives. Et puis tu vas aller dans le temps et puis tu vas avoir une perte de productivité. Et une taille annuelle, ça va permettre aussi de maintenir l'arbre en bonne santé et aussi de favoriser la régularité du fruit de l'olive dans l'ensemble de l'arbre. Tout va être homogène. Ah, c'est de l'art, hein, la taille. Et tu sais qu'il paraît qu'il faut le tailler de façon à ce qu'un oiseau puisse voler à l'intérieur. J'ai entendu ça.
Les principes fondamentaux de la culture des oliviers, greffe, entretien, élagage, apparaissent pour la première fois dans un manuel du début du XIVe siècle écrit par Pietro de Crescenzi de Bologne. Il marque le début d'une réelle science agricole qui participe alors d'une vraie modernisation des campagnes. Jusqu'alors, les productions dépendaient de monastères ou de fermes fortifiées regroupant plusieurs familles et servaient à l'achat de vêtements, de fer et toutes sortes de biens utiles aux communautés. Mais avec le développement de Florence, l'huile d'olive devient un bien marchand de première importance, destiné à l'exportation. La République encourage la plantation des oliviers, obligeant les propriétaires anciens à planter et à greffer de nouveaux arbres annuellement. En parallèle, elle met en place des avantages fiscaux pour susciter de nouvelles vocations. Ce sont les communes qui sont en charge de délivrer les nouveaux baux aux exploitants et non les propriétaires des terrains. Elles en profitent alors pour louer les dernières forêts communales à prix modique, à condition qu'elles soient transformées en oliveraies. L'olive est au centre de toutes les attentions. Au milieu du XVIe siècle, l'huile d'olive de Toscane devient une référence incontournable en Europe, s'exportant jusque dans les territoires nordiques, les Flandres et l'Angleterre. Aujourd'hui encore, l'huile d'olive de Toscane est très réputée. Mais sa production ne génère plus les mêmes profits qu'au temps des Médicis, lorsque les guerres limitaient le nombre de régions productrices en Méditerranée. La rareté de cette denrée en faisait tout le prix. Mais la Toscane actuelle possède bien d'autres trésors de rareté, hier inexploités, mais qui pourraient faire le bonheur de nouveaux investisseurs audacieux. Je te sens bien songeur, mon cher Paul. Oh, celle-ci, elle a une odeur très forte. Hein. Le diamant noir. Il tartuffe. Ne me dis pas que tu en as trouvé une autre. Bah oui. Cet endroit n'est pas très naturel, mais alors, quelle productivité. Tiens, regarde, j'ai même l'impression qu'elle est plus grosse que l'autre. Toi, tu as du nez, hein, parce que moi, je trouve rien du tout ici. Hein. Bon, tu sais, je les trouve en milieu naturel, alors ici, c'est carrément la caverne d'Ali Baba. Tiens, regarde. Vous savez ? La dernière est un peu plus petite que l'autre. Oui, mais elle est belle. Ouais. Elle est de forme arrondi et elle a une granulométrie un peu plus grossière que l'autre. Tout ça, ça fait 12 carats. Pourquoi tu parles de carats? On parle pas de carats quand on parle de truffes. Ouais, c'est plus important que les diamants. Regarde cette belle couleur. Elles sont belles, hein? Très. Et tu vois, c'est la première fois que j'en cherche dans les truffières. En fait, c'est vraiment facile. Ben, c'est fait pour, hein. Regarde là. Petite forêt de chênes, bien nettoyée. Et oui, et puis ces arbres, ils ont une trentaine d'années. Et ils ont été plantés, regarde, à 5 mètres d'intervalle. Ils sont tous en ligne. Mhm. Et quand on les plante, quand ils sont tout petits, il y a souvent la motte de terre, bien sûr. Et là, dans les racines, eh bien, on a du mycélium qui est introduit, qui va donner un organe qui va devenir une truffe. Et oui, et souvent ces parcelles, elles sont entretenues, on fait la taille des arbres, on plante souvent des graminées, et là où va pousser la truffe, c'est-à-dire près des racines, eh bien, comme à l'intérieur il y a une enzyme qui est très acide, eh bien, il n'y a rien qui pousse. Tu vas avoir des sortes de cercles qu'on appelle le rond de sorcière. Non, c'est pas mal ça. Et après, ben, tu les ramasses. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais par contre, il faut de la pluie, hein, bien sûr, pour avoir une bonne production de truffes. Et les troufailles en Italie, eh ben, ils disent que s'il pleut durant une période qu'ils appellent la période des 2 vierges, c'est-à-dire la période du 15 août, le jour de l'Assomption de la Vierge, jusqu'au 8 septembre, le jour de la Nativité, eh ben, tu auras une très bonne année à truffes. Ah, je savais pas ça. En tout cas, elles sentent très bon. Hein. Et tu sais, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand tu la coupes. Parce que c'est là qu'elle distille tous ses parfums. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Tu sens un peu cette odeur d'ail sauvage, d'échalotes. Puis il y a même
une petite pointe de fromage. Oh, alors ça, sur du risotto ou des pâtes coupées en fins copeaux ou alors râpées, c'est délicieux. Et c'est très cher sur les marchés, hein. On en trouve jusqu'à 4 000 € le kilo pour certaines pièces, hein. 4 000. J'ai une idée. Quoi? On monte une affaire. Toi, tu cherches la truffe et moi, je fais la banque. Ah, ça me va, hein. Oui. Sai, a st'ora un bello piatto di macaroni con il tartufo. C'est fort, oh. T'es goûtu. Avec tout ça, on va se bâtir un empire. L'empire del tartufo poli. Paul, il porte toujours Paul. Mais parce que c'est moi. On prête à Catherine de Médicis d'avoir introduit à la cour française la truffe blanche de Toscane sous le règne d'Henri II, son mari. C'était alors un mets de luxe, d'une rareté incroyable et qui possédait la réputation d'avoir des vertus aphrodisiaques. À cette époque, seuls les princes consommaient des truffes, cuites à l'eau ou à l'étouffée, sans autre assaisonnement, et dégustées accompagnées d'un vin blanc fruité. Le vin de Toscane était d'ailleurs un vin fort réputé dans toute la péninsule italique et à la cour des grands seigneurs européens. Cosme de Médicis avait à cet égard promulgué des lois pour encourager les plantations de vignobles dans toute la Toscane. L'avancée des Ottomans en Grèce et en Dalmatie avait provoqué l'arrêt des importations de vin en provenance de l'Adriatique et Cosme avait saisi l'occasion pour concurrencer Venise sur ce marché très lucratif du vin. Profitant de ses réseaux commerciaux, Florence exportait son Chianti blanc sucré vers le nord de l'Europe et l'Angleterre. Il est bon, hein? Il est sucré, hein? Ouais. Même excellent ce Sangiovese, hein? C'est un cépage très très vieux. Oui, la Toscane a une tradition viticole qui est quand même millénaire, hein. Ouais. Il y a millénaire mais récente. Millénaire mais récente, comment c'est possible ça? Ben oui, parce que toutes les vignes que tu vois là, elles ont été plantées dans les années 1980-1990. Bah, c'est pas si vieux alors. Eh oui, mais parce que, comme tu le sais, le phylloxéra est passé par là. Il est arrivé d'Amérique. Il a ratiboisé toutes les vignes de l'Europe en passant par l'Espagne, l'Italie, même chez nous en Corse, hein. Le phylloxéra fait beaucoup de ravages. Et en même temps, a fait disparaître quasiment tous les cépages et les variétés de raisins que tu pouvais trouver ici. Et heureusement, en 1870, un jeune viticulteur, Biondi Santi Ferruccio, a réussi à conserver quelques cépages et ensuite les a replantés et donné à toute cette partie de la Toscane un vignoble qui fait le Brunello. Le Brunello. Ça, c'est un vin qui est très foncé. C'est le même que le Nieluccio, en fait. C'est exactement le même. Le Sangiovese, c'est un vin de garde, hein, un vin qui est assez tannique. Il y a des parfums aussi de subtilité de fleurs et de fruits. Et en même temps, on dit qu'il faut le déguster 7 ans après sa récolte. Et puis c'est un vin qui se garde longtemps, il peut se garder presque 30 ans, parce qu'il y a des bouteilles qui ont 30 ans et qui n'ont pas bougé du tout. Alors, on va le laisser vieillir en fût, 2 ans en fût de chêne, ce qui va permettre en fait la diminution de la teneur en tanin qui est très très forte, et aussi ça va permettre l'arôme de s'épanouir. Et Buonomi, c'est excellent. Mais donc ici, il n'est fait qu'à partir d'un seul cépage. Oui, 100% Sangiovese, appellation Brunello. Et tu imagines que ce cépage a connu bien des soucis. D'abord le phylloxéra, ensuite 2 guerres. La première, les viticulteurs du coin ont dû abandonner la vigne pour produire des cultures de première nécessité. Ensuite, la première guerre se terminant, ça n'a pas arrangé les choses, puisque derrière, tu as le gouvernement fasciste, en 1925, qui va faire en fait la bataille des grano, la bataille du blé, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser la plantation de cultures de blé au profit de la vigne. Ils vont même donner des subventions, donc bien sûr, les vignes, on va les laisser abandonner. et on va planter des céréales.
Et après, la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les bombardements, les gens qui quittent un peu la région, et derrière encore une nouvelle réforme sur le développement de la culture des céréales. Tout ça fait que tous les cépages disparaissent, sauf ceux des ancêtres de Biondo Santi, qui vont garder on va dire, cette culture du Sangiovese, une tradition familiale, qu'on peut dire que c'est bien une tradition ancestrale. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce domaine est vraiment très très beau. Et oui, non. L'eau a des bonnes. Oui, Paul, tu as raison lorsque tu dis, avec malice, que le vignoble toscan est de tradition millénaire, récente. Car on pourrait remonter la tradition du vin en Toscane à l'époque romaine, mais les cépages de ce vin rouge antique ont totalement disparu à la suite des invasions barbares du Moyen-Âge. On pourrait évoquer le vin blanc sucré de la Renaissance, mais la production s'est totalement arrêtée à la chute du duché de Toscane et aucun cépage n'a survécu à la crise du phylloxéra. Le vignoble actuel est donc une aventure récente, mais sur une terre de tradition viticole, autour des mêmes parcelles et des mêmes domaines. Les anciennes fermes fortifiées de la Toscane médiévale. Ah, tu es beau comme ça. Foufou, enfin Bacchus pour les Romains. Pardon. Bel bien, l'eau. Banfi. Tu te rends compte la taille de ces tonneaux? Oh. Il faut vraiment être dans une des caves les plus prestigieuses qui soient pour voir ça. Hein. En plus, ici, tu as des crus qui sont connus dans le monde entier. Ouais. Regarde la taille de ces tonneaux. Et dans ces foudres, à l'intérieur, tu as le Brunello, le vin de garde, le Sangiovese. Tu te rends compte un peu, 90 hectolitres dans un seul tonneau? C'est énorme. 10 hectolitres. Qui tente Lucho. Il va me falloir travailler 1 an pour boire le contenu de la barrique. Paul, viens. Qu'est-ce que tu marmonnais encore, toi? Oh, celui-ci, 120 hectolitres. Ah, ben ça, c'est certainement un des plus vieux tonneaux. Hein. Puis regarde, il est même gravé à l'effigie de la famille Banfi. Ben oui. Et tous les vignobles ont vraiment des histoires très particulières. Hein. Des histoires de vie, en fait. Eh oui, et puis celui-ci, il en a une très belle. Hein, parce que tout a commencé à une époque où l'Italie est en crise. Et là, tu as des gens qui n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir avec leur famille vers d'autres horizons, vers d'autres pays, traverser l'Atlantique. Et en 1880, la famille Mariani, avec leur enfant Giovanni, part pour New York. Alors, Giovanni, il est petit, il a 3-4 ans. Et malheureusement, il va perdre son père de suite quand il arrive aux États-Unis. Et il est obligé de rentrer au pays avec sa maman. Et là, c'est sa tante, Teodolinda Banfi, qui va faire son éducation. Parce qu'elle, c'est une femme très cultivée, très riche, elle possède des propriétés. Et elle va lui apprendre comment gérer les espaces agricoles. À l'âge adulte, Giovanni va repartir aux États-Unis et il va monter un commerce. Il va faire venir tous les produits italiens, les pâtes, les olives et le vin. Mais au début, ça ne va pas bien marcher parce que le vin, les Américains, ils n'en boivent pas. Donc il va essayer d'habituer les Américains au goût du vin. Et là, petit à petit, alors il va commencer par un cépage très léger, comme le Lambrusco, et il va commencer à vivre un peu de cette production de vin. Mais il a une idée dans la tête, c'est que lui, il veut faire vraiment un vin de qualité. Et pour cela, comme il est italien, il sait qu'il a un réseau ici, et il sait que le Sangiovese est un très bon vin. Et là, il vient ici, il essaye d'acheter quelques parcelles pour pouvoir commencer à planter ce cépage, pour ensuite le vendre en Amérique. Alors, il arrive ici, ici c'est un peu pas le chaos, mais la région est très pauvre. Et comme il a des liquidités, il peut vite acheter des propriétés. Alors, petit à petit, il va créer son exploitation. Et là, il va exporter le Sangiovese en Amérique. Et dès lors, l'économie de la famille va commencer à grandir petit à petit. Alors lui, il va se retirer, il va laisser la place à ses 2 enfants. Il a 2 enfants qui s'appellent John et Harry. Et c'est eux qui, par la suite, vont faire
une communication exceptionnelle quasiment sur toute la planète, avec un vin renommé, hein, le Castel de Banff, qui est connu un petit peu partout. Et ça donne ça. Tu imagines un peu, sans Théodolinda Banff, ben rien de tout ça n'aurait été possible. Ouais. Théodolinda et son blason, hein, qui évoque bien des choses. Parce que là, tu as le calice, bien entendu, per belle vino. Là, il en faut des calices en dessous. Et l'aigle. L'aigle qui vole au-dessus des collines de Montalcino. Et oui. Belle, ouais. Et la couronne, les amis, la couronne, qui surmonte le blason et qui indique l'appartenance de la famille à la noblesse toscane. Car il s'agit là d'une condition sine qua non à la réussite, la possession de la terre et de vastes domaines de ce beau terroir fertile qu'est la Toscane. Enfin, les amis, nul ne pourrait vous blâmer d'oublier que le château est avant tout un symbole de pouvoir féodal et que les innombrables ensembles fortifiés, fermes, bastilles et villages qui se dressent dans ce paysage vallonné révèlent surtout les luttes intestines qui façonnèrent la région. La Toscane est un paysage d'une si rare harmonie, de tant de douceur de vivre et de saveurs exquises, que l'on oublie rapidement les tourments du Moyen-Âge, la peste, les guerres et toutes ces heures noires qui imprimèrent l'histoire. C'est pour cela, Karine, que les étapes du pèlerinage sont bien plus importantes que le voyage en lui-même, et qu'il ne faut pas chercher à raccourcir le chemin et à sauter les étapes, mais plutôt à en rajouter. En ce sens, Paul, tu as bien raison de cumuler les détours, au risque même de ne jamais arriver à destination. Mais qu'importe après tout. La route qui serpente entre ces collines relie tout ce qui fait l'âme et l'identité de la Toscane hier et aujourd'hui. Ses hauts donjons et ses murailles austères, ses églises somptueuses perdues au milieu des champs et ses trésors culinaires, l'olive, la truffe, le vin. C'est une route de tradition et de saveur, une route de sensations et d'émotions. La Toscane se dévoile aux visiteurs comme une vaste plaine aux formes courbes et arrondies, à l'ambiance ocre, teintée de brun et de gris, agrémentée de bosquets verts un peu bleutés, caractéristiques des oliviers centenaires. C'est un paysage avant tout agricole qui évoque les produits d'excellence de sa terre, le blé, l'huile d'olive, les vins de Chianti ou de Brunello, et tant d'autres richesses qui constituent toutes des références mondiales dans la liste confinée des produits de qualité. La richesse des sols, la faible densité des campagnes, la qualité des semences forment les principaux atouts de cette agriculture performante, tout comme la survivance d'un vieux modèle de gestion des terres agricoles fondé sur le métayage et qui relève d'une tradition ancestrale mise en place à l'époque où Sienne et Florence s'affirmaient parmi les grands États d'Europe. C'est cette tradition qui est responsable d'une mise en culture quasi totale du territoire, exploitant les moindres parcelles, depuis les ravins jusqu'au sommet des collines. Mais si ce paysage agraire de la Toscane signe sa grande particularité, les villages fortifiés que l'on trouve sur de nombreuses éminences rocheuses participent pleinement de l'identité de la région. Ses remparts et ses murailles, ses tours et ses donjons, constituent aujourd'hui encore un patrimoine unique et très révélateur de l'histoire de la contrée. Car cette histoire, bien qu'éloignée de l'atmosphère bucolique des campagnes, ne fut qu'une longue suite de déchirements et de guerres, de rivalités et de luttes, qui ne cessèrent de s'amplifier au fur et à mesure que l'Europe des royaumes se construisait. Ah, mon cher Paul, je te sais depuis longtemps attiré par les forteresses médiévales et l'esprit chevaleresque qu'elles suggèrent, mais sais-tu que ce terroir si paisible fut le théâtre d'une bien triste bataille au temps où la République de Sienne luttait contre celle de Florence ? Oui, tu le sais. Ce château de Montalcino participait d'une ligne défensive qui verrouillait la région. Et ce vaste espace fertile que l'on admire aujourd'hui au pied de la forteresse ne ressemblait pas alors à ce beau patchwork de terres agricoles aux formes géométriques. C'était juste un espace à découvert où l'on pouvait observer le mouvement des armées ennemies. J'adore cette forteresse. Hein. Et puis quelle vue, c'est magnifique. Là, on est vraiment au centre du pays siennois. Bien sûr, Sienne, c'est la cité mère, mais à l'époque où Sienne est une grande république,
eh ben, va s'étendre sur près de 7000 km² jusqu'au sud. Parce qu'au nord, tu as la frontière avec Florence. Et cette conquête des territoires s'est faite au détriment de tous les petits seigneurs qui occupaient leurs fiefs. Alors la plupart ont prêté allégeance, mais à mon avis, les autres, ils ont dû être obligés de le faire. Ben oui. Et puis quand tu regardes la forteresse, tu te dis que là, elle en a vu rentrer des soldats, des armées. Elle a vu des batailles. Parce que là, dès 1252, ben, les Florentins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prendre la place de Montalcino. Et quelques années plus tard, le 4 septembre 1260, les Siennois vont se venger. Alors ici, bien sûr, les Florentins, ils avaient mis en place un seigneur. Et là, tu as eu une bataille. Là, tu vois tous ces coteaux là. Une terrible bataille. La bataille la plus importante et la plus sanglante qui ait connue l'histoire d'Italie. La bataille de Montaperti. Là, il y avait 50 000 soldats, 4 000 cavaliers, des fantassins. Il y avait des archers, des arbalétiers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils avaient mis en place un plan. C'est-à-dire qu'ils avaient introduit des soldats en les déguisant en florentins. Et oui, malin. Et là, ils leur sont tombés dessus. Il y avait des combats un petit peu partout dans cette vallée. Et les grands vainqueurs ont été, bien entendu, les Siennois. Dès lors, le seigneur florentin, ils ne l'ont pas tué, hein. Ils l'ont expulsé vers Florence. Et là, ils ont reconstruit un petit peu toutes les fortifications, dont celle-ci, la forteresse de Montalcino. À partir de cet instant, ici, tu te contrôlais toute cette partie du sud-est faite de la province, avec la vue sur l'Ombrone et aussi sur la vallée d'Arbia. Et j'ai lu qu'au XVIe siècle, en fait, les familles qui restaient à Sienne étaient venues se réfugier ici lorsque la ville est tombée en fait, sous les mains des Florentins. Ben oui, parce qu'à l'époque, les Florentins étaient commandés par Côme Ier de Médicis. Et Côme Ier était allié à Charles Quint, qui est arrivé ici avec une puissante armée, avec tous les impériaux espagnols. Donc ils vont prendre Sienne. Là, tu as une partie du gouvernement siennois, à peu près 800 personnes, qui réussissent à s'enfuir de la ville de Sienne avec leur trésor, le trésor de la cité, et aussi plusieurs archives. Et vont venir se réfugier ici. Mais là, bien entendu, quelques jours plus tard, après avoir conquis Sienne, l'armée espagnole se trouve ici, à encercler la ville. Et là, bien entendu, ils l'ont prise sans problème. Et à partir de là, une année plus tard, la place est reprise par les Français d'Henri II. Puisqu'Henri II, c'était l'ennemi juré de Charles Quint. Tu imagines, toute une histoire de politique. C'est quand même un peu compliqué tout ça, toutes ces alliances, tous ces complots. Et tout ça pourquoi? Pour revenir exactement à la même situation quelques années plus tard en fait. Eh oui, les Français étaient présents ici à Montalcino. Tu avais le gouvernement siennois qui était en train de vouloir reformer une nouvelle république, soutenue par Henri II. Il y a eu le traité de Cateau-Cambrésis en 1559 qui fait que les Français s'arrêtent en fait de venir conquérir l'Italie. Et là, ils abandonnent la Toscane et la Corse aussi, parce qu'ils étaient présents en Corse. Et là, ils vont laisser le duché de Savoie, quelques villes, on va dire, principales du Piémont. Ils vont laisser aussi le marquisat de Montferrat au duc de Mantoue. Ils vont abandonner leurs prétentions sur le Milanais. Et en fait, ils vont posséder uniquement la ville de Turin. Quel grand bazar que l'Europe à cette époque. C'était comme ça à la fin du Moyen-Âge. Mais cette forteresse de Montalcino me plaît bien. Tu te verrais bien vivre là. Là, c'est la terrasse. Et là, j'ai mes gens. Mais oui, Karine, tu as raison. L'Europe n'était alors qu'un grand bazar, un vaste chantier où une multitude de petits États indépendants tentaient chacun de survivre par le jeu diplomatique, en s'assurant des alliances avec les puissants, grâce notamment au lien sacré du mariage. Et à ce jeu-là, les Médicis de Florence étaient fort habiles, plaçant les membres de leur lignée dans les principales cours européennes. Au début du XVIe siècle, la famille Médicis donne successivement 2 papes, Léon X puis Clément VII. En 1539, Cosme de Médicis, duc de Toscane, épouse la fille du vice-roi d'Espagne de Naples. 10 ans plus tard, sa cousine Catherine de Médicis est couronnée reine de France en tant qu'épouse d'Henri II. La petite république florentine rayonne alors à travers toute l'Europe, plaçant la Toscane parmi les grands royaumes de son temps. Certains voient dans cette grandeur renaissante le juste retour d'une splendeur passée, car cette terre bénie des dieux avait jadis enfanté l'une des civilisations les plus brillantes de l'Antiquité, les Étrusques. Civilisation bien mystérieuse, les Étrusques se sont dilués dans l'Empire romain, ne laissant à la postérité qu'un vague souvenir. Pourtant, il existe des voies secrètes dans les collines de Toscane qui conduisent les initiés vers cette mémoire-là, des passages intimes vers un monde sacré.
vraiment très étrange cet oratoire creusé dans le tuf. T'imagines, au temps des chrétiens, ils venaient déposer les corps de leurs défunts, là. Et puis ils venaient prier. Somme toute, ils priaient pas comme ça, hein. Au temps des chrétiens, on priait comme ça. Mais non, moi je fais comme les anciens, les mains comme ça ou comme ça. Ça y est, tu as retrouvé ta langue. Mais oui, mais ici on est dans un lieu de quiétude où le silence doit être de rigueur. Et puis cette montagne est une montagne sacrée. On venait enterrer les défunts et prier. Et toutes les grandes civilisations ont occupé cet espace. Que ce soit dans les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Et même dans les temps les plus obscurs, où tu sais, quand tu parlais du chaos de l'époque médiévale, où tu avais ces cités-États qui se faisaient la guerre, où tu avais la famine. Mais dans les temps anciens, il y avait ici un grand pouvoir qui s'était établi et qui avait maintenu par la force de nombreuses régions dans la paix. C'est drôle ça quand même, maintenir par la force le monde dans la paix. Ouais, si tu réfléchis, c'est vrai, hein, parce que le naturel, c'est pas la paix, le naturel, c'est la guerre. Ouais. Mais tu sais que ta montagne sacrée, je la trouve quand même très très mystérieuse. Ouais. On peut pas être tranquille ici, hein. Tu n'as pas encore fini de prier? Ouais, c'est bon, allez. Faites attention, les amis. Ce chemin creusé dans le tuf, taillé par la main de l'homme, n'est pas une route comme les autres. C'est un labyrinthe secret qui connecte les différentes nécropoles étrusques de la région. Elle est quand même impressionnante, cette voie. Ah ça oui. Qui traverse toute la montagne del Tufo. Et c'est un chemin secret qui va te conduire vers le passé glorieux de la Toscane, au temps où on bâtissait une civilisation incroyable. Et oui, c'est une voie étrusque. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est une voie qui nous mène vers les morts, ça. Oui, vers les tombes étrusques et ensuite vers l'au-delà. Allez, viens, je t'emmène voir le chemin des morts. Ouh. Je ne sais pas, mon cher Paul, d'où te vient cette passion pour le monde souterrain. Mais sache que c'est dans les entrailles de la terre, au fond des gouffres obscurs, que s'ouvraient les salles ténébreuses du royaume des morts. On évoque d'ailleurs souvent le nom d'enfer étrusque pour qualifier cet univers outre-tombe, peuplé de monstres effroyables, et qui ne communique avec les vivants que par des tunnels cachés et des puits sans fin. Enfin voilà, c'est ce qu'on pourrait croire. En réalité, ce monde souterrain n'est pas un lieu de punition, c'est un monde réservé aux défunts, gardé par des monstres, pour empêcher les vivants d'y pénétrer. Encore de nos jours, cette civilisation étrusque reste un vrai mystère. Eh oui, et certains historiens le disent, que ces Étrusques venaient d'Orient, du fin fond de la Mésopotamie. Mais moi, je sais qu'ils venaient de la mer Égée, au nord-est de la Méditerranée. Et ils ont été en contact aussi des Perses et des Grecs. Parce que tu sais bien que la Méditerranée, autrefois, c'était carrément une autoroute des peuples. Et ces Étrusques sont nés de l'union de ces cités-États à l'époque de l'âge du fer. Et le commerce maritime, plus l'exploitation de ces minerais de fer, ont grandement contribué au développement de cette civilisation. Et du coup, tu sais qu'en Toscane, il y avait du fer, il y avait du cuivre, du plomb, mais il y avait aussi de l'argent. Il y avait beaucoup de choses, et surtout à l'île d'Elbe, parce qu'il y avait un minerai de fer très important. Il y en avait même aussi à Pompoulogne. Et à Pompoulogne, on a trouvé une monnaie à l'effigie de Vulcain, un Welche pour les Étrusques. Et c'est le dieu forgeron qui a comme arme le marteau, l'enclume et les tenailles. Mais tu sais que les Étrusques, avant toute chose, c'est un peuple de guerriers, parce qu'ils maîtrisaient l'art du combat naval. Oui, on les présente toujours comme des marchands, comme de grands marchands. Mais leur flotte, c'était avant tout une arme de guerre. Et puis, d'ailleurs, leur activité favorite, c'était la piraterie. Alors du coup, ils en profitaient pour piller les bateaux et pour prendre des esclaves. Un peu comme le faisaient les Grecs, en fait. Hein. Ouais, et puis les Grecs, ils disaient que les Étrusques étaient des pirates. Et oui, et dans cette nécropole, dans toutes les autres nécropoles de la Toscane, les archéologues vont trouver des quantités énormes de tombes. Et à l'intérieur des tombes, on va avoir différents objets et surtout des tombes guerrières, avec des corps incinérés de guerriers, leurs armes et aussi de nombreuses statuettes de soldats en hoplite. L'hoplite. Ah, l'hoplite, c'était le petit fantassin avec l'armure, comme chez les Grecs en fait. Ah oui, tu avais le casque, le plastron, le bouclier, la lance, les jambières et le glaive. Et toute l'armure, sans les armes,
faisait à peu près 30 kilos. Alors, t'imagines un peu ce que ça donnait en combat. Tu devais être costaud, là, fort. Ouais, ça devait être surtout difficile de bouger avec tout ça. Eh oui. Je vais te dire, ce qui devait être vraiment difficile, c'est si tu naissais du côté du petit peuple. Ou carrément paysan. Là alors, tu devais avoir peur et vivre toujours dans la crainte de te faire kidnapper et vendu sur le marché aux esclaves. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu angoissant ici. Ça va pas? C'est... Moi qui me disais qu'une allée comme ça, pour me rendre dans ma maison tout en tuf, puis c'est solide, et en même temps, avec tout ce que tu escaves là, eh ben, tu peux faire un grand terrain de boules. Donc, comme ça, tu invites les amis. Mais moi, j'imaginais plutôt ma villa en Toscane, au milieu de champs de blé, avec une grande haie de cyprès. Pas ça. Allez. Toi, tu ne comprends pas le charme souterrain. Non, les souterrains, c'est pas trop mon truc. Bah oui, la belle maison sur la colline, les allées en cyprès, et le terrain de boules dans tout ça. Qui vit par les armes, périt par les armes. Cela pourrait être la morale de cette aventure étrusque, comme celle de bien des peuples d'ailleurs. Cela est d'autant plus vrai que les Étrusques ne formaient pas une unité politique. La nation étrusque était en réalité un réseau d'alliances entre une douzaine de cités-États indépendantes, réunies par le partage d'une langue et d'une même religion, ainsi que des intérêts économiques et militaires réciproques. Mais le tout ne pouvait nullement être assimilé à un pays ou à un royaume. Lorsque les conflits se multiplièrent à la fin de l'âge du fer et que les Celtes, les Grecs, les Carthaginois et les Romains firent pression sur les frontières de l'Étrurie, la belle alliance explosa, plongeant la civilisation étrusque dans un déclin irrémédiable. On se croirait dans Indiana Jones, Ah oui, c'est vrai. passant par la Via Cave et arrivant devant la tombe d'Hildebrando. C'est vraiment intriguant cet endroit. C'est magnifique, hein? Tu as vu cette colonne là-haut? Il en reste qu'une, avec son chapiteau au-dessus. Mais il y en avait d'autres, regarde. 1, 2 soubassements de colonnes. Et à l'époque archaïque, là, tu devais avoir 6 à 8 colonnes, un temple étrusque qui domine la vallée. Et avec le temps, bien sûr, ces colonnes, comme elles sont en tuf, le tuf se désagrège et elles tombent. Parce que, dis-toi bien que ce site-là, il y a 2500 ans, voire plus. Pouf. Et oui. Tu sais, ça me fait penser à un temple grec. Eh ouais. Comme je te disais tout à l'heure, les Étrusques, ils viennent de la mer Égée. Et oui, et certains arrivaient de B. Le B, c'était une île à l'est d'Athènes. Donc, tu avais une influence. Et bien sûr, ça se répercute dans le bâti archaïque. Et oui, parce que la Grèce, c'était quand même l'autre grande civilisation qui était de l'autre côté du détroit de Sicile. Oui. Et puis, dans l'écriture étrusque, ils ont pris des lettres de l'alphabet grec. Et il y a des sons qui s'écrivent exactement de la même manière. Et oui, et dans l'alphabet étrusque, il y a approximativement les mêmes lettres que dans l'alphabet grec. Alpha, bêta, gamma, epsilon. Sauf que les Étrusques écrivent de droite à gauche et les Grecs de gauche à droite. Mais la présence des Étrusques en Méditerranée va ralentir l'expansion des Grecs. Les Grecs, ils avaient construit les comptoirs comme Nicaïe, à Nice, Massalia et Antibes. Les Étrusques, qu'est-ce qu'ils vont faire, notamment en Corse? Ils vont les chasser et battre leur flotte en 565 avant Jésus-Christ et se rendant ainsi maîtres de la mer Tyrrhénienne. Oui, mais dans cette bataille d'Aléria, alliés aux Étrusques, il y avait quand même les Carthaginois. Oui, mais les grands vainqueurs ont été les Étrusques. Les Carthaginois étaient présents, certes, mais ils n'avaient pas beaucoup de navires. Donc ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu de cette victoire. Et en même temps, le fait d'avoir chassé les Phocéens de l'île, ça a rendu les Étrusques maîtres sur toute cette partie de la Méditerranée. Mais j'ai lu dans des écrits antiques en fait que les Étrusques avaient carrément massacré tous les survivants de la bataille d'Aléria. Oui, ça c'était un exemple. Exemple fort pour que plus aucun Grec ne vienne sur les comptoirs étrusques. Et puis habituellement, les Étrusques, ils préfèrent la belle vie. Adorateurs de fouflouns, ils préfèrent boire du vin, faire des libations, s'exercer à la musique, chanter, manger, boire, un peu comme moi. Oui, comme toi, oui. Ouais, mais le plus intéressant ici, ce sont les sépultures qui se trouvent en dessous, dans les bas-fonds, dans les cavernes. Bon, regarde la sépulture, toi. Oh là là. T'as jamais vu des comme ça? Oui, tout taillé le plafond. Il est beau, hein. Ils ont dû travailler. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est juste un peu trop souterrain pour moi. Et moi, je la voyais comme ça, ma maison. Elle fait frais. Ah oui, il fait frais, oui. Là, il y avait 3 sépultures, probablement. Pouf. Comme elle est belle, oh. Puis là, tu vois, tu arrives, tu poses ton casque à crête, ton bouclier, ta lance, ton glaive. Enfin,
Les armures, je les garde, jambière et plastron. Et là, je finis mes jours paisiblement. Et tu feras ça pour moi, quand même. Ah oui, oui, si tel est ton dernier souhait, oui. Par contre, moi, j'adore les petites statuettes. C'est les bronzettes. Tu m'en mettras plein, hein? Hein? J'aime, hein? Petits soldats, des marchands, partout, partout. Oh, tu serais bien seul, mon cher Paul, dans cette nécropole désertée et ouverte au vent. Car la brillante civilisation a disparu sous les coups de boutoir de l'Empire romain, avant que ces mêmes Romains ne se diluent à leur tour dans la longue histoire humaine. C'est ainsi que s'est construit le monde actuel, une longue suite de luttes et de conquêtes dans un chaos indescriptible. En réalité, la seule période sans aucune guerre fut celle que l'on nomme la Pax Romana, et qui correspond au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains réussirent par la force à imposer la paix, pour reprendre une de tes expressions favorites. Mais cette paix forcée ne fut qu'une parenthèse dorée, bien esselée. À la chute de l'Empire romain, une multitude de pouvoirs sont apparus, presque un fief par vallée, et il a fallu bien du temps pour que se dessine une unité nouvelle, du temps et beaucoup de souffrance. Le rôle de l'Église fut alors primordial, car elle sut imposer aux hommes une volonté divine, un pouvoir spirituel placé résolument au-dessus des rivalités entre États ou familles dirigeantes. Elle a joué le rôle de ciment de la société, tout en arbitrant les conflits entre seigneurs. Tu sais, Karine, regarde, là, on fait un bond dans le passé. On se retrouve vraiment dans une période du haut Moyen-Âge. À l'époque, on a connu une période de troubles dans toute l'Europe. Oh, c'était une drôle d'époque, ça. Hein. Avant même l'affirmation de la République de Sienne et celle de Florence. Et lorsque la papauté s'allie au puissant roi de France, Charlemagne, pour chasser tous ces Moors qui envahissent l'Italie, eh bien là, ils mettent en place un nouvel ordre moral et religieux. Un nouvel ordre politique qui est fondé en fait sur un réseau de seigneurs qui vont mettre en place des structures administratives à la fois religieuses et à la fois politiques qui seront l'Europe médiévale. Mais dis-moi, ces abbayes comme ça, elles ressemblent beaucoup à celles qu'on trouve en France au même siècle quand même. Mais hein. oui, elles sont calquées sur le même plan, c'est l'architecture romane, et tu vas retrouver beaucoup d'abbayes de ce genre dans le royaume de France. Alors, tu as l'abbaye de Cluny, tu as l'abbaye de Vézelay, après tu as l'abbaye de Moissac, tu en as plusieurs, un petit peu partout répartis sur les différents territoires de France. Et, mais tu sais qu'ici, il y a une légende qui dit que Charlemagne aurait reçu en main propre, de la part de le pape de l'époque, Adrien Ier, les reliques de Sant'Antimo. Et c'est à partir de là qu'on construit l'édifice en l'honneur de ce saint. Enfin, c'est une légende. Oui, c'est une légende. Mais il y a eu des recherches qui ont été faites, on a trouvé des manuscrits qui stipulent que cette église a débuté, enfin la construction a débuté au IXe siècle. Hein, et qu'ici, tout ce territoire, ainsi que l'abbaye, appartenait à un comte, le comte Palatine, qui était conseiller du Saint-Empire romain. Oui, mais c'était pas rare à l'époque, en fait, que les hommes d'église soient aussi des seigneurs et qu'ils aient des châteaux forts et des armoiries, etc. Et oui, surtout les évêques. Les évêques, c'était des hommes puissants, qui avaient beaucoup de pouvoir, puis ils étaient même aguerris à la guerre. Hein, et ils avaient le droit aussi de rendre la justice tout près de ces édifices, ainsi que de frapper monnaie. Et oui, et puis tous ces évêques formèrent une coalition de nobles, si tu veux, qui a permis à l'Église en fait d'asseoir la papauté. Et puis après, tu as eu les pouvoirs, les différentes fonctions, bien plus tard, à la fois politiques et religieuses, qui se sont séparées. Donc après, tout le monde a fait, chacun a fait son travail. Eh oui. Il est magnifique. Hein. Et puis tu vois, ce clocher, en fait, c'est vraiment typique. On retrouve ça en Italie, le clocher qui est séparé un petit peu, accolé à la nef. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il ne faudrait donc pas négliger le rôle de l'Église dans l'histoire de l'Occident, car c'est l'Église qui a redonné cohésion à l'ensemble et replacé sur des rails communs la destinée d'innombrables familles seigneuriales, égarées dans l'immensité désertique des guerres et des conflits. La chute de l'Empire romain a laissé un vide effroyable qu'il a fallu petit à petit combler, et ce sont les ecclésiastiques qui ont reconstruit l'identité de la nation européenne. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces colonnes. Elles sont toutes sculptées, regarde. Ouais, elles sont vraiment remarquables. Elles sont toutes surmontées d'un chapiteau. Et chaque chapiteau a une sculpture complètement différente. Ouais. Pouf. Et celui-ci, alors, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, il évoque en fait le prophète Daniel dans la fosse aux lions. Il a été sculpté par un des plus grands sculpteurs de l'époque médiévale, l'artiste sculpteur Cabestany, un catalan. Et là, tu vois bien les lions. Et le prophète, cosy, pas bougé. Chantillon. Cet art médiéval participe alors pleinement de l'éducation des masses dans une Europe désarticulée et livrée à elle-même. L'Église cherche à encadrer les populations paysannes, à rythmer leur vie afin de faire naître des aspirations communes et un sentiment d'appartenance communautaire fort et indivisible. Et parce qu'elle se trouve à proximité de Rome, la Toscane va être très active dans la diffusion des institutions ecclésiastiques vers le nord de l'Europe. Surtout, la Toscane est un pays structuré avec des républiques fortes, alors que Rome n'est encore au XIIIe siècle qu'une immense agglomération de ruines aux mains d'une noblesse guerrière. C'est en Toscane que la reconstruction de l'Église d'Occident s'opère à la fin du Moyen Âge, avec l'émergence d'un mouvement à la fois artistique et spirituel, qui prendra toute son importance à partir du XVe siècle, la Renaissance, et qui illuminera l'Europe de ses nouveaux canons esthétiques. Il ne faut surtout pas imaginer que les campagnes sont exclues de ce renouveau idéologique et politique. Bien au contraire, les campagnes nourrissent les foules des centres urbains. C'est tout le peuple qui participe à l'essor économique de ces villes. Et les routes qui traversent la contrée sont pleines de ces convois de marchandises et d'hommes qui font la richesse du pays. Mais la réussite de la Toscane repose aussi sur un secret. L'invention, sur cette terre bénie, d'un modèle paysan original, le métayage. Au XIIIe siècle, Florence et Sienne avaient conquis d'immenses territoires en éliminant les vieilles lignées féodales. Il leur fallait désormais les exploiter. Elles multiplièrent les baux d'exploitation, offrant les terres à la paysannerie contre une part des denrées produites. Dans ce système toscan, les campagnes alimentent les villes et les propriétés foncières aux mains des élites urbaines forment des investissements rentables. Mais la paysannerie y trouve aussi son compte et voit une nette amélioration de ses conditions de vie par rapport à la période féodale. L'association est profitable à tous et c'est cela qui fait sa force. Sous le regard bienveillant de l'Église, le pays tout entier s'est alors transformé en une vaste terre nourricière. Se parant de cette mosaïque infinie de formes géométriques, de cette robe aux innombrables plis de tons ocre, brun et bleuté, que le soleil couchant saupoudre de gerbes dorées. En continuant notre chemin à travers la Toscane et son terroir exceptionnel, ses champs moissonnés, ses parfums suaves et les couleurs si uniques de sa terre de Sienne, nous songeons à tout ce qui fait la richesse du pays. Les républiques prospères, l'organisation agraire ingénieuse, les activités bancaires innovantes, la destinée fabuleuse des Médicis et leur mécénat exemplaire. On songe à la vigne et à tous ces produits d'excellence qui ont fait la réputation du lieu. On songe aussi à cette route qui guide nos pas et qui croise et recroise celle que l'on nomme la Via Francigena, la route jadis des pèlerins. Pour comprendre toute l'importance de cette route, il faut se rappeler que la construction des voies romaines était considérée durant l'Antiquité comme un enjeu crucial, car il fallait pouvoir communiquer rapidement entre toutes les cités de l'Empire. Les Romains avaient alors édifié une large voie qui partait de Rome, la capitale de l'Empire, et remontait jusqu'à Milan, avant de bifurquer de part et d'autre des Alpes vers la Gaule et la Dalmatie. Au Moyen-Âge, l'Empire est disloqué, mais la voie demeure. Elle est celle des marchands qui traversent l'Italie du sud au nord. Et lorsque l'Église amorce le renouveau politique de l'Europe à la fin du Moyen-Âge, cette voie romaine devient le chemin que les pèlerins empruntent pour se rendre à Rome, sur le tombeau de Saint-Pierre.
Mais Paul! Enfin, ça fait 13 heures qu'on marche. Moi, j'en peux plus, là. Je suis à bout de force. Hein. On fait comme les pèlerins, là. Comme les pèlerins. Et quoi? On marche, on marche, on marche. On marche. Tu devrais enlever tes chaussures, prendre de l'énergie du sol. Comme ça, tu puises les forces de cette terre pour arriver à Rome sans encombre. Oh, Rome. Tu es sûr que c'est le bon chemin, ça? Tous les chemins mènent à Rome. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Et comment? Toutes ces vignes, ces vallons, ces paysages, la Toscane, mais bien sûr qu'on y est. Et là, on est sur le chemin de pèlerinage, le vrai, la Via Francigena. Enfin, des chemins, mais il y en a des centaines. Tu te rends pas compte? Des pèlerins, il en arrive de l'Europe tout entière. Oui, mais tu fais confiance. Une fois que tu as passé les Alpes, que tu as franchi le col Saint-Bernard, eh bien, tu es bon. Bon, c'est vrai que tu vas voir plusieurs ramifications, des sentiers qui vont s'entrecouper, se recouper. Mais comme tu as la mer de deux côtés, tu ne peux pas louper Rome et sa basilique Saint-Pierre. Bon, ça fait des kilomètres, hein, à perte de vue. Et c'est pas un hasard hein, que toutes ces cités-États comme Florence, San Gimignano ou Sienne se sont implantées et se sont développées ici, à côté de cette route, parce que c'est aussi la route des commerçants et des riches marchands. Et tu sais qu'on dit que cette Via Francigena, qu'on appelle aussi le chemin des Francs, mais elle est à l'origine du chemin de pèlerinage qui part d'Angleterre, de Canterbury, et qui descend jusqu'à Rome. Et il paraît que ce serait l'évêque Sigéric qui serait venu, qui l'aurait tracé en fait en 990 lorsqu'il serait descendu visiter le pape Jean XV à Rome. Et d'ailleurs, on a un récit, en fait un inventaire de toutes les différentes étapes qu'il a faites en remontant en Angleterre. Il y en avait 79, il y en avait 48 en Italie, 7 en Suisse et 24 en France jusqu'à la Manche. Bon, ça en fait des terrasses. Hein. Oui. Mais bon, peut-être qu'il est passé par ici, mais en tout cas, c'est pas lui qui a fait la route. Parce que ce chemin, en fait, il reprend les anciennes routes à l'Antiquité, où là, tu as aussi des marchands hein, qui partent du nord de l'Europe, qui traversent toutes ces contrées sauvages, qui arrivent jusqu'au sud de l'Italie, et vice-versa, et ça remonte vers le nord. Et c'était la route aussi qui reliait Rome à Lugdunum. Hein, et puis là, tous les marchands, eh bien, ils marchaient pieds nus, en sandales, hein, chaud ou froid, eh bien, ils se plaignaient pas trop. Hein. Ouais, c'est pas très pratique quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as? Bah, je sais pas, j'ai chaud. De toute façon, on est presque arrivé là. 300 mètres et on y est. Ou à Rome. Mais non, pour se désaltérer. Quoi? Encore une taverne hein? Hein. Oh. On s'en sortira jamais. Et c'est ça mon pèlerinage. Tu crois que... Mais attends-moi. Si la tradition présente le Moyen-Âge comme un âge d'or du pèlerinage, la réalité fut tout autre. Dans les faits, la mode du pèlerinage vers Rome fut lancée par Boniface VIII en 1300, à un moment où l'engouement pour les reliques offrait une grande notoriété à certains édifices religieux. En traversant ces terres de Toscane, nous croisons un panorama fantastique, aux couleurs grises et ocre très particulières, les crêtes de Sénésie, que la peinture des grands maîtres italiens de l'école siennoise ou de la Renaissance florentine célèbre dans leurs œuvres. Ces crêtes forment une ligne de collines argileuses aux teintes si surprenantes qu'elles désignent aujourd'hui encore une couleur à part entière, la fameuse terre de Sienne. Une nuance de brun rougeâtre que certains peintres, tels Rembrandt, affectionnaient tout particulièrement. Il faut dire que ce pigment naturel s'emploie à merveille pour la réalisation de fresques, alliant avec subtilité, transparence et solidité. À l'époque de la Renaissance, ce pigment était aussi très prisé, considéré même comme faisant partie des couleurs de base de la palette de tout peintre qui se respecte. Et comme ce pigment ne se trouvait que dans ces collines de Toscane, difficiles d'accès, les petits sachets de terre de Sienne faisaient l'objet d'un véritable commerce très rentable. De quoi susciter bien des convoitises. Eh ben, tu fais moi le malin, là. Hein, à passer par les crêtes. Non, mais quelle idée. Regarde-toi, tu vas avoir plein de boulettes piquantes partout sur le corps. Et qui boulette? C'est pas croyable, hein. Et n'oublie pas que je suis le loup de Sénésie. Et que je sais me mettre en danger.
Il loupe, mais qu'est-ce que c'est encore que cette nouveauté? Enfin, tu aurais pas pu passer par le petit sentier avec les cyprès plutôt que de monter là. Les loups ne montent pas de par là. Hein. Moi, je coupe droit, comme ça. Je gagne du temps. Puis c'est beau ici. Ah, c'est vrai que c'est beau. Hein. On se croirait dans un autre monde. Je sais pas trop quel monde d'ailleurs. Mais c'est très différent du reste de la Toscane. Hein. Ouais, c'est une autre planète, un peu lunaire. Mais en fait, si j'étais en bas, c'est pour une raison. Je fais comme les primitifs. Enfin, les peintres primitifs. Hein. Je vais chercher l'ocre, l'argile. En fait, c'est l'argile. Tout ce que tu vois ici, il y a des couleurs différentes. Toi, c'est du gris, couleur sable, un peu jaune et ocre. Et en fait, c'est la terre de Sienne, tout simplement. Hein, les grands peintres de l'époque, Duccio di Monensegni, Simone Martini, Lupo Poli, eh bien, cherchaient cette terre de Sienne pour faire les dipinti. Et tu crois qu'ils descendaient comme ça là-dedans? Eh non, avec la petite bourse, tu ramassais, c'est bon, c'est pas bon. Ouais, mais en tout cas, ici, il n'y a rien, pas de vigne, pas d'oliveraie, il n'y a aucune plantation, à part les céréales. Mais s'ils n'avaient pas mis en place toute l'irrigation, ben, tu n'aurais rien. Uniquement quelques fermes qui existent encore, hein, des fermes défensives, et c'est tout. Bah alors, si rien ne poussait, pourquoi est-ce qu'il y avait des fermes là? Ben, tout simplement, ces fermes, on les appelait les granges. Hein. Il y en avait un petit peu partout sur les crêtes sénèzes. Enfin, quand même, elles étaient éloignées les unes des autres. Et elles servaient uniquement à stocker tous les produits agricoles qui venaient des régions voisines. Si tu veux, les productions, elles étaient plus loin parce qu'ici, rien ne pousse. Et après, on les acheminait ici, on les stockait. Alors, il y avait des olives, tu avais des troupeaux qui arrivaient, tous les céréales, aussi du lait. On faisait même les fromages dans ces granges. Et après, eh bien, tout était redistribué vers d'autres hameaux et d'autres villages, et aussi vers les cités. Et parfois distribué vers les quelques abbayes qui pouvaient se trouver pas très loin d'ici. Donc les gens en fait se réunissaient dans des villages autour des terres fertiles et ici comme il n'y avait rien, il n'y avait que ces granges. Ben ouais, que ces granges. Et après on faisait aussi la distribution, comme je te l'ai dit, des villes et chaque, on va dire, administration importante possédait leur propre grange. Hein. C'est-à-dire que par exemple l'hôpital de Sienne avait sa propre grange, ainsi que certaines abbayes. Parce qu'ici, eh ben, c'est éloigné de tout. Ah oui. C'era nunda nunda. Et regarde encore aujourd'hui. Hein. Tu vois là-bas. Ça m'a l'air intéressant parce qu'il y a une couleur différente. Tu vas pas y retourner là? Et je suis obligé parce qu'il m'en faut un petit peu. Il me faut de l'ocre pour faire le remplissage de ma palette et aussi réaliser mon chef-d'œuvre. Oh, tu t'es mis à la peinture toi? Non mais Paul, mais tu risques de faire un roulé-boulé jusqu'au fond là. Hey, hey. Ne t'inquiète pas, Karine. Paul ne manque jamais l'occasion de te faire marcher. Et son roulé-boulé est en réalité très contrôlé. Mais que veux-tu? Il ne peut s'empêcher d'agrémenter le voyage de quelques facéties. À l'époque où les pèlerins s'élançaient sur ces routes de Toscane, ils se permettaient bien moins de farces, à vrai dire, et avaient plutôt hâte de franchir les étapes du voyage, en évitant tous les dangers inhérents à la route, à commencer par les éventuelles attaques de bandits de grand chemin. Ces crêtes de Sénésie étaient d'ailleurs des lieux redoutés, avec leurs terrains accidentés et leur situation à l'écart des champs moissonnés et des routes fréquentées. De nos jours, force est de constater que le voyage est bien plus serein. Il permet d'amples détours pour savourer la beauté des paysages et découvrir quelques lieux presque secrets, à l'écart des sentiers battus. Et en matière d'escapades incongrues, on peut se fier au sixième sens de Paul, toujours aussi performant pour dénicher de mystérieux chefs-d'œuvre. Car il n'est pas exagéré de considérer cette abbaye de Montoliveto Maggiore comme un vrai trésor. Elle qui constitue un exemple unique en Toscane. Le drapé de la bure est exceptionnel. Le détail des mains, des doigts, les rameaux d'olivier, la croix de notre Seigneur, comme est belle. Bernardo, comme tu sei grande. Karine. Tu n'as pas fait le tour de l'abbaye? Je contemple ce grand homme. Bernardo Tolomei, à qui l'on doit la construction de l'abbaye de Monte Oliveto en 1313. Ah, c'est donc lui. Et oui. Et puis Bernardo, il fut béatifié au XVIIe siècle et canonisé en 2009 par le pape Benoît XVI.
Ah, c'est un saint homme alors. Il a dû accomplir des miracles toute sa vie. Il a eu une vie exemplaire. Et tu sais qu'il est originaire d'une riche famille siennoise. Son oncle collectait et transportait l'impôt pontifical, pour te dire un peu l'importance de la famille. Et Bernard, ben, il a eu une bonne éducation. Il était très fort et très érudit. Il a même enseigné le droit à l'université. Mais malheureusement, eh ben, il a perdu la vue. Et là, eh ben, il a fait vœu de servir le Christ et Dieu, en fait, pour l'éternité, s'il retrouvait la vue. Et bien, à force de prier, il vit de nouveau le jour. Ah. Et alors, il se retira ici, au lieu d'Iacone, avec ses compagnons, pour faire le premier lieu de culte. Et là, eh bien, il va vivre dans la prière. Et bien entendu, la vie était très dure à l'époque, il fallait survivre. Donc, à force de travail, dans le labeur et dans la sueur, eh bien, ils ont réussi à faire quelque chose ici même. Et petit à petit, eh bien, il y avait des ermites qui les ont rejoints ici même. Et donc, il y avait une petite communauté. Et là, l'église, eh bien, elle était intriguée, ça a attiré l'attention. Et ils ont même mandaté un enquêteur qui est venu voir pour voir si la communauté se comportait bien. Mais le moine le savait. Et donc, il savait qu'il lui fallait un tuteur. Donc, il va se rapprocher, on va dire, de l'abbé Clairvaux. Et là, bien sûr, il va vivre selon les règles de Saint-Benoît. C'est vrai que l'Église n'aimait pas trop que ces petites communautés s'émancipent. Hein. Et d'ailleurs, le clergé devait tout contrôler, tout ce qui se passait dans le domaine spirituel. Hein. Bien sûr, tu t'en doutes. À l'époque, si tu ne te rapprochais pas d'un ordre religieux, eh bien, tu ne pouvais rien obtenir. Alors que Bernard a réussi à avoir des crédits pour construire cette abbaye. Et après, malheureusement, en 1348, arrive la terrible peste. Et Bernard et ses compagnons vont soigner un nombre inconsidérable de malades et vont attraper, bien entendu, la peste. Bien sûr, Bernard va mourir. Et là, alors, les moines qui ont survécu à cette peste vont les brûler, en fait, pour les purifier. Et il va mourir à l'âge de 76 ans. Eh ben, en tout cas, ils ont dû aider quand même pas mal de personnes. Hein. Mais dis, cette abbaye ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, quand même. Et non, au début, c'était un tout petit lieu de culte, et ce n'est que par la suite, grâce au crédit, que les moines ont pu construire tous ces bâtiments, ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais à l'intérieur, tu as un bijou, le cloître. Tu sais pourquoi? Parce qu'il renferme un ensemble de fresques remarquables qui datent du XVe siècle. Mais tu n'as même pas vu le visage de Bernard? Bah, non, c'est vrai. Regarde, comme il était beau. Ah. Taillé par un grand artiste, un artiste pour un grand homme. Il est plutôt pas mal, hein. Allez, on va faire le tour de l'abbaye. Mais j'ai déjà fait, hein. Rattachée au Saint-Siège quelques décennies après sa fondation, l'abbaye devint durant la seconde moitié du XIVe siècle la maison mère d'un réseau monastique qui s'étendait de Naples à Florence. La notoriété de l'abbaye était telle que plusieurs artistes florentins renommés, comme Luca Signorelli ou Giovanni Antonio Bazzi, furent invités à décorer le cloître de l'église au début du XVe siècle. En fait, elles font tout le tour du cloître. Elles sont magnifiques et elles relatent toute la vie de Saint-Benoît. Et regarde ces couleurs, hein. Wow. Le rouge, l'ocre. Et là, tu as un chevalier barbaresque ottoman et des soldats chrétiens aussi. Il y en a partout, hein. Est-ce qu'elles sont belles? Regarde ce corridor. Waouh. Mais c'est très réaliste, hein. Les moines bénédictins, soldats. Les chevaliers avec les armures et les épées. Et là, le repas. Ah. Couillino. Elle est vraiment très belle, cette fresque. Hein. C'est un chef-d'œuvre. San Benedetto donnant la Bible à ses frères. Tu sais que c'est un vrai personnage, ce Saint-Benoît. Hein. Il était considéré pour les catholiques et les orthodoxes comme étant le père des moines d'Occident, grâce à sa règle. Ouais. Et sa règle qui avait vraiment marqué le monde monastique occidental et aussi les civilisations européennes médiévales. Ouais. Et là, on le voit comme ça, mais bien souvent, il était représenté avec l'habit du bénédictin. Et il avait la crosse de l'abbé dans la main et le livre, tu sais. Ah oui.
Et concernant les règles de Saint-Benoît, en fait, ce n'était pas seulement les 7 offices religieux, les 7 offices liturgiques, où les moines venaient prier, mais ça concernait aussi tout ce qui était les modalités des repas, ou de l'habillement, ou même du choix des responsables. C'était en fait tout ce qui concernait les choses de la vie en communauté. Et d'ailleurs, les moines, autres que de venir prier, de faire les prières quotidiennes, devaient travailler de leurs mains. En fait, ils devaient avoir un travail manuel, et selon Saint-Benoît, ils devaient pouvoir en vivre, car il disait que c'était que comme ça qu'ils pourraient réellement devenir moines, comme l'ont fait avant nos pères et les apôtres. Oui, parce que les mains sont très importantes. Si tu n'as pas tes mains, si tu n'as pas ton esprit, et si tu n'as pas la foi, tu cours un grave danger. Dis donc. J'aurais pu le faire, ça. Peindre toutes mes aventures. Au XVe siècle, l'abbaye abritait 1500 moines et se trouvait être une des plus importantes de Toscane. Par la suite, la communauté décrut, mais l'abbaye conserva un statut élevé. Charles Quint en personne vint la visiter en 1536, accompagné de 2000 hommes qui tous trouvèrent l'hospitalité dans l'enceinte. 100 ans plus tard, elle reçut encore la visite de Marie-Madeleine d'Autriche, grande duchesse de Toscane, accompagnée de plusieurs princes de sang, preuve que sa grande notoriété était toujours intacte. Ça devait être bien, à l'époque, de vivre dans une abbatiale, à prier, à méditer, et à faire ton jardin tranquillement. Et oui, et puis à manger surtout. Oui, enfin, les moines ne ripaillaient pas. Ils vivaient dans la pauvreté et ils devaient bien souvent jeûner. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent. Mais tu parles comme s'ils travaillaient bien la terre. Ils devaient avoir de bons produits, de la bonne viande, des animaux très gras. Ils faisaient du bon fromage. Tu as été un bon moine, toi. Et puis à chanter, parce que c'est important le chant. Ils sont magnifiques, ces chants grégoriens. Tu sais que ça, c'est une très vieille tradition qui remonte au temps des Romains. Et l'Église les a ensuite adoptés et les a adaptés aux différents courants européens, en utilisant de la poésie très fleurie du Haut Moyen-Âge et même des chants religieux byzantins. Et c'était une façon, en fait, de transmettre tous ces chants religieux d'une façon beaucoup plus sympathique, beaucoup plus efficace que les écrits, surtout dans les temps anciens. A me piace sto canto. Ça me donne faim. Et enfin, Paul, c'est tout ce que t'inspirent ces magnifiques chants grégoriens. Sans vouloir te confiner à une vie d'ascète, tu pourrais au moins éviter le péché de gourmandise dans ce lieu sacré. Et ce, même si tu as l'excuse de la tentation, de tous ces parfums de la campagne toscane, de toutes ces saveurs qui nous viennent en bouche dès que l'on évoque la contrée, la douceur du raisin, le parfum de l'olive, le fumet un peu piquant de la tome de brebis. Ah, mes amis, quel endroit superbe que la Toscane, avec ses monastères et ses vieilles églises, ses rares îlots boisés et ses champs cultivés à perte de vue, les tons grisâtres et ocres de sa terre de Sienne, les longues files de cyprès qui délimitent les routes et les innombrables sillons qui dessinent les courbes du paysage et qui donnent l'impression que les champs sont peignés
Oui, ce voyage en Toscane restera à jamais gravé dans nos mémoires. Malgré les kilomètres avalés, les longues heures passées à sillonner ces routes infinies, de vallon à vallée, à découvert et sans ombre. Mais c'est cela qui caractérise réellement le pays, bien plus encore que ces rares villages fortifiés ou ces centres urbains. C'est sa douce campagne et son ambiance bucolique, et cet incroyable sentiment d'infinie plénitude qui envahit le visiteur. Je vais vous confier une anecdote, les amis, car vous n'êtes pas les premiers à fouler ce sentier vers ce petit mamelon qui domine la plaine. Non, il fut parcouru avant vous par Napoléon, en personne, juché sur sa jument. Il est venu ici, embrasser d'un regard tout le pays, ce magnifique territoire qu'il avait fait français et dont il avait confié la gestion à sa sœur Elisa. Ne trouvez-vous pas la vue superbe? Le panorama magique? Depuis cet épisode historique, les paysans toscans nomment cette butte la colline de Napoléon, en mémoire de l'illustre visiteur. Il y en a même un qui m'a confié que le petit bosquet qui coiffe aujourd'hui ce sommet n'est pas là par hasard, mais pour inscrire dans le paysage la silhouette de l'empereur. Quand on regarde ce paysage agricole avec toutes ces collines douces, tous ces vallons, puis ces terres fertiles et bien irriguées, eh bien on comprend en fait que cette région a été prospère très tôt dans l'histoire des hommes. Puis qu'elle a donné naissance à une grande civilisation antique et aussi à de très nombreuses républiques qui ont joué toutes des rôles très importants dans l'histoire européenne. Ben oui, mais c'est vrai que tu vois bien que la Toscane est une terre riche et fertile. Regarde ce paysage. Tu as des champs cultivés à perte de vue, parfois clairsemés de bosquets. Et puis toutes ces fermes qui dominent, là, elles sont toutes construites sur des promontoires avec leurs allées de cyprès coiffées par le vent. Ah, c'est un paysage magique. Et derrière ces montagnes, ben, tu as la proximité de la mer. Et oui, qui n'est pas très loin, parce que si tu prends le chemin de droite ou le chemin de gauche, eh bien, tu vas aller vers le bord de mer, que ce soit du côté de l'Orient ou du côté de l'Occident. Et là, ben, tu comprends bien pourquoi les Italiens, ici les Toscans, et autrefois les Étrusques, sont devenus de grands marchands, parce que leur territoire se trouve au milieu des échanges de Méditerranée. Et là, tu prends ton bateau, ton navire, tu vas commercer et tu vas vendre les produits issus de cette belle terre de Toscane. Et là, c'est l'aventure, le rêve d'une destinée fantastique. Bellissima! Et oui, Paul, tu as bien raison. La route, c'est l'aventure. Car sans la route, il n'y a pas de rencontre, de surprise, de découverte. Il n'y a pas d'apprentissage, de perspective, de dépassement de soi. Au crépuscule de ce magnifique voyage en Toscane, vous êtes aptes tous deux à mesurer la portée du pèlerinage d'antan, sur ces mêmes routes, à travers ces mêmes collines ocres et ces vallées blondes, à la découverte de soi et de Dieu. Ce voyage, on pourrait l'entreprendre n'importe où peut-être, mais il ne serait pas aussi enchanteur qu'à travers la campagne toscane, sur l'unique Via Francigena et sa longue tradition de pèlerins. Non, l'aventure se révèle ici un parcours initiatique aux étapes surprenantes, avec ses trésors cachés, ses ambiances colorées, ses parfums, ses saveurs, en un mot, sa magie.